Maintenant que le recours est en instance, il va passer par diverses étapes de gestion que nous allons aborder dans ce module, à commencer par la conciliation. Si le dossier ne présente pas de problématique au niveau du délai d'introduction de la requête, ou encore si un juge administratif du TAC a rendu une décision jugeant que le recours introduit hors délai était recevable en application de l'article 106 de la loi, le dossier va continuer de cheminer. Depuis plusieurs années déjà, le tribunal met à la disposition des parties un service de conciliation, s'agissant d'un mode alternatif de résolution des conflits pour permettre le règlement de leurs litiges. 3 situations peuvent se produire eu égard à la conciliation. Premièrement, lorsque le recours exercé est en matière d'indemnité ou de prestation, le tribunal peut transmettre à la partie requérante une invitation à participer à une séance de conciliation avant l'audience. Il s'agit d'un formulaire permettant à la partie requérante d'accepter ou de refuser l'invitation à la conciliation. C'est l'article 119.6 de la loi qui le prévoit. Deuxièmement, dans le cas de prestations dont on allègue qu'elles ont été indûment reçues en matière de sécurité du revenu, ou dans le cas de décisions concernant l'invalidité d'une personne en matière de régime de rente, ou encore en matière d'indemnisation en vertu de la loi sur l'assurance automobile du Québec, le tribunal peut convoquer les parties à une séance de conciliation et celles-ci sont alors tenues d'y participer. C'est l'article 120, deuxième alinéa de la loi qui le prévoit. Troisièmement, à tout moment avant la prise du dossier en délibéré, si cela s'avère utile et que les circonstances le permettent, le tribunal peut, avec le consentement des parties, suspendre l'instance pour permettre la tenue d'une séance de conciliation. Donc, on imagine une situation où l'audience a commencé et que les parties consentent à ce qu'il soit procédé plutôt à une séance de conciliation avec donc suspension de l'instance. C'est l'article 120, premier alinéa de la loi qui le prévoit. Il est à noter finalement que depuis récemment, le tribunal offre aux parties un service de conciliation express, permettant dans certaines circonstances à celles-ci d'y recourir lorsqu'une entente est susceptible d'intervenir entre elles et qu'elles désirent poursuivre leur discussion dans le cadre d'une conciliation présidée par un juge administratif. Les séances de conciliation sont tenues du lundi au jeudi, tout simplement parce que les vendredis sont habituellement réservés aux requêtes entendues d'urgence et aux continuations d'audience. Contrairement aux audiences, les dossiers en conciliation sont fixés à heure fixe, par exemple 9h, 11h, 10h30, 2h. Tout comme pour les audiences, le secrétariat du tribunal communiquera avec vous pour fixer une date, sauf si la date a déjà été autrement fixée par un membre du tribunal. Si vous ne retournez pas l'appel, vous allez recevoir une télécopie vous informant de la date prévue par le tribunal et vous indiquant qu'à défaut de recevoir de votre part une réponse dans le bref délai qui vous aura été imparti, vous serez considéré comme étant disponible à la date prévue. Dans tous les cas de figure, vous recevrez un avis de convocation du tribunal, habituellement 10 à 12 semaines à l'avance, indiquant le jour, l'heure et le lieu de cette séance. Ces séances se tiennent dans toutes les régions du Québec. Exceptionnellement, le tribunal peut accepter qu'elles se tiennent par visioconférence. Pour avoir recours à ce service, vous devrez communiquer avec le tribunal. Je vous invite à nouveau à consulter sur le site Web du tribunal les orientations institutionnelles du tribunal en matière de visio-audience. S'il vous est impossible, à vous ou votre client, d'être présent à la date fixée, vous devez faire une demande de remise expliquant les motifs pour lesquels vous ne pouvez pas vous y présenter. Il est bon de rappeler que le tribunal s'est doté d'orientations institutionnelles en matière de remise. Celles-ci sont disponibles sur le site Internet du tribunal ainsi que sur le site du Barreau du Québec. Elles sont valables tant pour les séances de conciliation que pour les audiences. L'article 121 de la loi indique que la conciliation a pour but d'aider les parties à communiquer, à négocier, à identifier leurs intérêts, à évaluer leurs positions et à explorer des solutions mutuellement satisfaisantes. La conciliation ne suspend pas le déroulement de l'instance, hormis le cas dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Le conciliateur qui préside la séance est un juge administratif du tribunal. Dépendamment de la nature de l'affaire, le conciliateur pourra être un membre avocat, un membre médecin ou un membre social. Si aucun accord n'intervient, le membre qui aura présidé la séance ne peut en aucun cas entendre par la suite aucune demande relative au litige, ce qui exclut évidemment l'instruction au fond. Il s'agit de l'article 121.2, dernier alinéa. L'article 121.1 prévoit que la conciliation se fait à huis clos, sans frais ni formalité préalable. Elle est tenue en présence des parties et de leurs représentants. Le conciliateur peut rencontrer les parties séparément si les parties y consentent. Pourraient également y participer des personnes dont la présence est considérée utile au règlement du litige par le conciliateur ou par les parties. Ainsi, à titre d'exemple, rien n'empêcherait que le conjoint d'une partie assiste à la séance si cela peut s'avérer utile pour faciliter le processus. L'article 122 de la loi prévoit qu'à moins que les parties n'y consentent, rien de ce qui aura été dit ou écrit au cours d'une séance n'est recevable en preuve devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l'ordre administratif qui exerce des fonctions juridictionnelles. Pour respecter le principe de la confidentialité, la séance de conciliation n'est pas enregistrée. L'article 123 de la loi édicte que le conciliateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé lors d'une séance, ni ce dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice. Nul n'a droit d'accès à un document contenu dans ce qu'il est convenu d'appeler le dossier de conciliation. Par ces diverses dispositions, le législateur cherche à assurer l'entière confidentialité du processus pour notamment permettre aux parties de pouvoir s'exprimer librement. Le juge administratif conciliateur a plusieurs dossiers à concilier dans une seule et même journée. Il se peut que dans le délai imparti pour concilier un dossier, les parties ne puissent en arriver à une entente, mais que les discussions soient positivement engagées. Ou encore, il se peut que des mesures aient été prises par le conciliateur pour obtenir via les parties des informations ou des documents additionnels qui pourraient aider les discussions. Alors, le conciliateur aura établi avec les parties un calendrier d'échéance pour obtenir ces documents ou informations et pour faire avancer les discussions. Ce sont les articles 121.1 et 121.2 qui traitent de ces sujets. La conciliation peut donc se poursuivre au-delà de la séance elle-même. L'accord pourrait intervenir dans les jours, semaines ou mois suivant la séance de conciliation. Toutefois, évidemment, le dossier ne saurait demeurer éternellement dans le bassin de dossiers de conciliation d'un juge administratif. Il faut garder à l'esprit l'objet de la loi qui, je vous le rappelle, est d'assurer la qualité et la célérité de la justice administrative. Si les discussions n'aboutissent pas à l'intérieur du calendrier des échéances qu'aura fixé le juge conciliateur, celui-ci pourra mettre un terme au processus de conciliation et référer le dossier au maître des rôles pour audience. Dans l'hypothèse où les discussions aboutissent, un accord de conciliation intervient. C'est l'article 124 de la loi qui prévoit les modalités relatives à l'accord. Si la conciliation aboutit à une entente entre les parties, un accord de conciliation constatera cette entente. Cet accord, qui doit être écrit, peut être rédigé par le conciliateur ou par les parties. Il devra être signé tant par le juge administratif conciliateur que par chacune des parties et, le cas échéant, chacun de leurs représentants. L'accord ainsi obtenu met fin à l'instance et devient exécutoire comme une décision du tribunal. Il lie les parties. L'accord met fin à l'instance, je viens de le dire, et il peut y avoir différents cas de figure. Par exemple, un accord pourrait mettre fin au litige dans un seul dossier parmi plusieurs dossiers d'un même requérant qui ont été joints. Le dossier sur lequel porte l'accord est donc réglé, mais les autres demeureront en instance. Ou encore, on peut avoir un cas où il y a 4 dossiers joints. Une entente peut générer un accord de conciliation englobant les dossiers 1, 2 et 3, avec un désistement produit pour le dossier numéro 4. La conciliation pourrait également amener à un acquiescement à la demande par la partie intimée, auquel cas
cet acquiescement peut être consigné dans un accord de conciliation qui sera signé par le juge conciliateur et les parties de même que leurs représentants. Enfin, la conciliation pourrait aussi générer un avis de fin de litige si les parties décident de procéder par transaction hors tribunal plutôt que par un accord de conciliation signé par le juge administratif ayant présidé la séance de conciliation. En effet, l'article 33 RPTAQ prévoit que, à moins que la loi ne le prévoie autrement, le dépôt d'un désistement ou d'un avis de fin de litige, indiquant donc qu'il n'y a plus de litige, met fin à l'instance. Donc, comme on peut le voir, plusieurs combinaisons, plusieurs permutations sont possibles dans l'atteinte d'un règlement par le biais du processus flexible que constitue la conciliation. L'accord de conciliation, quant à lui, n'est pas confidentiel, sauf stipulation expresse faite par les parties dans l'accord. Cet accord de conciliation s'apparente à un contrat. Il ne peut pas faire l'objet d'un recours devant le tribunal pour en obtenir l'annulation en raison, par exemple, d'un vice quelconque. Toute contestation faite à cet égard doit être soumise à la Cour supérieure. Rien n'empêche toutefois qu'en raison d'une simple erreur d'écriture ou de calcul, qu'une rectification de l'accord soit obtenue du juge conciliateur lorsque les parties y consentent. Passons maintenant à une autre étape possible du cheminement de votre recours, celui de la conférence de gestion. Ce sont les articles 119.1 et à 119.5 de la loi qui traitent de la conférence de gestion. Le tribunal peut, si les circonstances le justifient, décider d'office ou à la demande d'une partie de tenir une conférence de gestion dans le dossier où vous occupez. Des conférences de gestion sont habituellement tenues par le tribunal dans des dossiers qui présentent une ou des problématiques de gestion à divers égards. Il pourra s'agir de dossiers inactifs depuis un certain temps ou de dossiers dont la durée prévue d'audience est d'une journée ou plus, ou encore des dossiers dans lesquels un certain nombre de remises ont déjà été accordées, ou encore dans lesquels un manque de collaboration de la part de l'une ou l'autre des parties a été noté. Également, on peut penser à des cas présentant des difficultés au niveau de la fixation d'une date d'audience en raison soit de la non-disponibilité d'une partie ou encore de la non-disponibilité d'un expert ou dans des matières particulières. Les conférences de gestion auxquelles les parties sont convoquées sans communication préalable, 10 à 12 semaines à l'avance, sont habituellement tenues le vendredi à Montréal ou à Québec. Elles sont souvent tenues par des juges coordonnateurs. Ces conférences ont pour but de convenir d'une entente sur le déroulement de l'instance, de préciser les engagements des parties et de fixer le calendrier des échéances à respecter à l'intérieur du délai qui peut être imposé aux parties si elles ne s'entendent pas sur ce calendrier. L'entente peut notamment porter sur les modalités et le délai de communication des pièces, des déclarations écrites pour valoir témoignage et des affidavits détaillés que peuvent vouloir produire les parties, ainsi que des expertises. Donc, lors de cette conférence de gestion, il peut être décidé des moyens propres à simplifier ou à accélérer le déroulement de l'instance et à abréger l'audience, notamment préciser les questions en litige ou admettre quelques faits ou documents. La date d'audience sera fixée. La possibilité de recourir au service de conciliation express du tribunal avant la date d'audience demeure néanmoins possible lorsque les circonstances s'y prêtent. Un procès-verbal de conférence de gestion est dressé et signé par le juge administratif qui l'a tenu. Entre autres engagements pris lors d'une conférence de gestion, le tribunal impose habituellement les suivants. Le défaut de respecter les échéances entraîne la perte des droits et avantages découlant des engagements pris. Le calendrier des échéances peut être modifié sur demande écrite d'une partie qui, pour des motifs sérieux et légitimes, ne pourra respecter une échéance prévue. Si l'une ou l'autre des parties n'entend pas déposer les documents prévus par une échéance, cette partie qui, donc, ne les déposera pas doit en informer par écrit le tribunal pour éviter, évidemment, qu'un défaut ne soit enregistré contre elle. À noter que lorsqu'une date d'audience est fixée en conférence de gestion, un avocat ne peut cesser d'occuper ou un avocat ne peut être substitué à un autre sans l'autorisation du juge administratif coordonnateur. À noter également qu'il n'y aura aucune remise d'une audience fixée en conférence de gestion, sauf pour des motifs exceptionnels. Toute demande de remise devra être adressée au juge administratif coordonnateur.
Si une partie fait défaut de participer à une conférence de gestion, le tribunal constate le défaut et rend les décisions qu'il juge appropriées. À titre d'exemple, il pourrait notamment fixer la date d'audience de façon péremptoire. Il en est de même si les parties ne respectent pas les échéances convenues ou fixées par le tribunal. Rappelons qu'en vertu de l'article 119.5, le juge administratif ayant tenu la conférence de gestion peut notamment prononcer la forclusion lorsque les parties n'ont pas respecté les échéances fixées. Il peut par ailleurs, sur demande, relever la partie défaillante de son défaut s'il estime que l'intérêt de la justice le requiert. Alors, c'est cela pour la conférence de gestion. Il y a une autre étape de cheminement dans l'instance qui est possible, et c'est celle de la conférence préparatoire. Ce sont les articles 125 à 127 de la loi qui gouvernent la conférence préparatoire. Une telle conférence peut être convoquée par le tribunal s'il le considère utile et si les circonstances d'une affaire le permettent. Les ententes et décisions qui seront rapportées au procès-verbal d'une conférence préparatoire vont gouverner le déroulement de l'instance, à moins que le tribunal, lorsqu'il entend l'affaire, ne permette d'y déroger pour prévenir une injustice. Les dossiers dans lesquels une conférence préparatoire est convoquée sont plutôt rares à la section des affaires sociales. La conférence de gestion constitue l'outil auquel le tribunal aura habituellement recours pour faciliter le déroulement de l'audience. Par ailleurs, il peut arriver en pratique que les juges administratifs audienciers puissent tenir peu avant l'audience une conférence préparatoire dans les dossiers qui, de leur avis, méritent que l'on ait recours à une telle méthode de gestion. La conférence préparatoire a pour objet, notamment, de définir les questions à débattre lors de l'audience, d'évaluer l'opportunité de clarifier et de préciser les prétentions des parties, ainsi que les conclusions recherchées, d'assurer l'échange entre les parties de toute preuve documentaire, de planifier le déroulement de la procédure et de la preuve lors de l'audience, d'examiner la possibilité pour les parties d'admettre certains faits ou de faire une preuve par déclaration sous serment, d'examiner toute autre question qui pourrait simplifier ou accélérer le déroulement de l'audience. Un procès-verbal de cette conférence préparatoire est dressé, signé par les parties et par le juge administratif qui l'aura convoqué. Après avoir cheminé donc notamment par la conciliation et possiblement par une conférence de gestion ou une conférence, peut-être même une conférence préparatoire, votre recours est techniquement prêt pour être instruit. Un avis de convocation à audience est transmis aux parties. Qu'arrive-t-il si, pour diverses raisons, vous ne pouvez procéder à la date de convocation? Voyons ce que le tribunal fait en matière de demande de remise. Voici comment vous devez procéder si vous désirez demander une remise de l'audience. L'article 11 RPTAQ prévoit que toute demande au tribunal doit l'être par écrit, signée par le demandeur ou son représentant, et une copie transmise aux autres parties. La demande doit préciser le nom des parties, le numéro de dossier et les motifs invoqués à son soutien. Une demande peut être faite verbalement si le tribunal l'autorise. L'article 19 RPTAQ traite plus spécifiquement des demandes de remise. Il énonce que la demande de remise doit être faite dès que sont connus les motifs invoqués à son soutien. Ce même article précise que la remise ne sera accordée que si elle est fondée sur des motifs sérieux et que les fins de la justice seraient mieux servies. En 2013, le tribunal s'est doté d'orientations institutionnelles en matière de demande de remise. Ces orientations ont pour objet, dans le respect de l'exercice du pouvoir juridictionnel des juges administratifs, d'assurer la qualité, la célérité et l'accessibilité de la justice administrative, ainsi que le respect du droit des parties d'être entendues. Pour s'assurer que ces buts soient atteints, il faut porter une attention particulière aux remises. En effet, les citoyens attendent avant d'obtenir une date d'audience et les demandes de remise tardives accentuent ce problème puisqu'il devient souvent alors impossible pour le tribunal de remplacer le dossier remis par un autre dossier. La période de temps réservée pour ce dossier demeure alors inutilisée, alors que de nombreux citoyens attendent avant d'être entendus devant le tribunal. Essentiellement, donc, les demandes de remise tardive vont à l'encontre de cet objectif de célérité de traitement des recours devant le tribunal. Le tribunal dispose de la demande de remise en tenant compte notamment de la nature du dossier, des délais prévus dans la loi, de la complexité de l'affaire, de la diligence des parties,
du sérieux des motifs invoqués, du préjudice que pourraient subir les autres parties et, s'il y a lieu, des remises antérieurement accordées dans ce même dossier. Également, pour que la remise soit accordée, le tribunal doit en venir à la conclusion que les fins de la justice seraient ainsi mieux servies. Vous lirez aux orientations institutionnelles que la demande doit indiquer si elle fait l'objet du consentement ou non des parties et, le cas échéant, être accompagnée des pièces justificatives. À titre d'exemple, une demande de remise basée sur l'état de santé de votre client doit, dans la mesure du possible, être accompagnée d'un billet médical. À noter qu'aucune remise n'est accordée du seul fait du consentement des parties. La demande de remise devrait être effectuée le plus tôt possible et au plus tard 45 jours avant la date d'audience prévue. Maintenant, il se peut qu'une partie ait à faire une demande de remise moins de 45 jours avant la date d'audience prévue. Et à ce moment-là, elle doit, en plus des conditions que j'ai déjà mentionnées, faire état d'un motif sérieux qui explique pourquoi elle n'a pas été en mesure de faire sa demande plus tôt, et donc avant 45 jours de la date d'audience. Le tribunal appréciera la demande de remise en fonction des critères que j'ai énoncés tout à l'heure, mais devra également être convaincu du sérieux du motif pour lequel la demande a été produite tardivement. Si le tribunal refuse la remise, les parties doivent procéder à la date d'audience prévue. Le tribunal pourra procéder malgré l'absence d'une partie. Lorsque le tribunal refuse la remise, il peut prendre toute autre mesure de nature à minimiser les conséquences de ce refus ou pour assurer le droit d'une partie d'être entendue. Si le tribunal ne communique pas avec les parties pour les informer que la remise est accordée, elles doivent se présenter à la date et à l'heure déjà fixées. Toutes les demandes de remise, que ce soit en audience, conciliation ou conférence de gestion, sont traitées de la même façon. Outre les cas où vous devez demander une remise d'audience au tribunal, il arrive que vous ayez des requêtes incidentes à faire au tribunal, lesquelles sont de tout autre ordre qu'une demande de remise. C'est ce que nous allons voir maintenant. Dans tous les cas, les demandes ou requêtes incidentes doivent être faites en conformité avec l'article 11 RPTAQ. Il serait difficile de faire la nomenclature de toutes les requêtes préliminaires ou incidentes susceptibles d'être faites au tribunal dans le cadre d'un recours à la SAS. On peut toutefois essayer d'en faire une liste partielle. Les requêtes incidentes qui suivront seront habituellement portées sur un rôle spécial d'audience, pour lequel un juge administratif a été assigné à les instruire. En effet, l'article 82, alinéa 4 de la loi permet qu'un membre soit appelé à siéger seul lorsqu'il y a lieu de décider de mesures relatives à la gestion des recours ou des questions qui sont incidentes à ceux-ci. Alors, des exemples. Appeler un tiers, c'est l'article 17 RPTAQ. Autoriser un amendement. Une requête pour ordonnance de sauvegarde, en vertu de l'article 74 de la loi. Être relevé d'un désistement. Une demande d'intervention faite en vertu de l'article 16 RPTAQ. Une requête en irrecevabilité du recours. Une requête pour faire autoriser ou forcer une reprise d'instance. Une requête en prolongation de délai, en vertu de l'article 106 de la loi. Une requête en rejet d'un recours, en vertu de l'article 115 de la loi. Une requête en suspension de l'exécution d'une décision faite en vertu de l'article 107. Les rôles spéciaux d'audience ne sont tenus qu'à Montréal ou à Québec. Pour les dossiers en région, il y est procédé par visio-audience, le juge administratif siégeant soit à Montréal, soit à Québec. D'autres requêtes seront pour leur part soumises à la formation d'un ou de deux juges administratifs spécifiquement désignés pour entendre le recours ou encore l'un de ceux-ci dépendamment du cas, et elles ne transiteront donc pas par une mise au rôle spéciale. Il s'agit des requêtes pour huis clos, des requêtes de non-diffusion, non-divulgation, non-publication, des requêtes en modification des parties, des requêtes pour production de documents et des requêtes en rectification de la décision, c'est l'article 153 de la loi, des requêtes en fixation d'indemnité en vertu de l'article 114.1 de la loi, des requêtes en réouverture d'enquête ou des requêtes en récusation. Lorsque faites à l'audience, ces requêtes procéderont évidemment devant la formation d'un ou deux juges chargés d'entendre le recours. Certaines requêtes encore seront soumises cette fois-ci à la vice-présidence. Il s'agit par exemple, de requêtes en préséance, de requêtes en réouverture d'un dossier, de requêtes en jonction des recours, l'article 118 de la loi,
ou encore d'une requête pour mode spécial de signification. Certaines requêtes, de par leur nature, ne requièrent habituellement et sauf circonstances particulières qu'un traitement sur dossier. À titre d'exemple, mentionnons les requêtes pour cessation d'occuper, celles demandant de faire entériner un règlement ou encore des requêtes en rectification de jugement. Maintenant, il y a lieu de s'attarder plus longuement sur une requête, celle en sursis de l'exécution de la décision contestée. L'article 107 de la loi prévoit qu'un recours formé devant le tribunal ne suspend pas l'exécution de la décision contestée, sauf dans les circonstances suivantes. Premièrement, si une disposition législative prévoit le contraire, et deuxièmement, si, sur requête instruite et jugée d'urgence, un juge administratif de la section des affaires sociales, ou du TAC, n'en ordonne autrement, en raison de l'urgence ou du risque d'un préjudice sérieux et irréparable. Si l'exécution de la décision est suspendue par l'effet de la loi ou par ordonnance d'un juge administratif du TAC, le recours sera alors instruit et jugé d'urgence. Si vous faites une demande de sursis en vertu de l'article 107, vous devrez la faire par écrit, conformément à l'article 11 RPTAQ. Vous et votre client serez convoqués rapidement à une audience sur la requête. En effet, il s'agit, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, d'une requête instruite d'urgence par le tribunal. En matière de sécurité du revenu, si la requête est accordée séance tenante, une décision abrégée sera remise aux parties à l'audience même par le juge administratif afin d'assurer l'exécution rapide de l'ordonnance. Les motifs sous-tendant la décision, qu'elle accorde ou qu'elle rejette la requête, seront soit consignés au procès-verbal d'audience, dont copie vous sera remise, soit consignés dans une décision écrite transmise ultérieurement aux parties et à leurs représentants. Il est temps maintenant de traiter de l'audience à la section des affaires sociales en tant que telle.